Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du mois de sensibilisation à l'infertilité, vous avez été nombreuses à nous demander ce qu'il en était de la progestérone dans le cadre des parcours d'assistance médicale à la procréation. Donc, on a souhaité donner la parole à une experte, le docteur Ménien. Bonjour. Bonjour, Donc, vous êtes gynécologue obstétricienne et vous travaillez au service AMP de Port-Royal. c'est ça, Donc c'est aussi le centre est aussi connu sous le nom de Fertilité Paris Centre. exactement. Voilà, d'accord. Donc vous avez gentiment accepté de faire un échange, enfin de faire une présentation et de répondre à nos questions sur voilà ce gros sujet qui est la Ouais. progestérone et qui pose beaucoup de questions aux patientes. Mmh. Donc je vous laisse, vous vouliez nous présenter des slides et pour pouvoir avoir Ouais, une pour démarrer. présentation un peu technique et puis après je vous poserai des questions. Ça marche. Bon, merci beaucoup, pour l'invitation. Effectivement, c'est, un gros enfin, un vaste sujet qui prête à beaucoup de débats, au sein de la communauté scientifique parce que vous allez voir, on n'a pas de schéma, clé pour administrer la progestérone, et il y a plein de choses qui sont encore, inconnues, en fait, dans le domaine. Donc pour situer le sujet, la progestérone, c'est une hormone clé, du cycle menstruel et qui va avoir une importance cruciale dans le parcours d'AMP. C'est une hormone qui normalement est produite, suite à l'ovulation par le corps jaune. Donc c'est en fait la cicatrice de l'ovulation sur les ovaires, hem et ce corps jaune produit plein de substances, mais essentiellement la progestérone pendant toute la deuxième partie du cycle menstruel d'une femme et c'est l'hormone qui va vraiment servir à préparer l'utérus pour la grossesse. Elle, D'accord. elle prépare l'utérus à l'implantation en transformant l'endomètre, la muqueuse, utérine et une fois qu'il y a une grossesse qui a démarré, elle assure le maintien de la grossesse. Donc c'est pas une hormone seulement une hormone clé avant l'implantation, elle l'est pendant toute la durée de la grossesse, car c'est elle qui participe de plein de façons à l'acceptation de cette grossesse et à son maintien. Donc, par exemple, D'accord. elle empêche les contractions, utérines, elle permet à l'immunité maternelle d'accepter ce fœtus qui finalement est une espèce de enfin de greffe dont une partie du patrimoine génétique est pas le sien. Et puis, elle participe aussi au fonctionnement, enfin à la mise en place et au fonctionnement du placenta qui assure les échanges entre la mère et le fœtus. Donc c'est vraiment, je dirais, une des principales hormones, heu, pour la fertilité, l'obtention d'une grossesse et son maintien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tout le parcours d'aide médicale à la procréation et particulièrement en FIV où on a des traitements beaucoup plus lourds et des gestes aussi plus invasifs, eh bien la production de progestérone peut être altérée, diminuée. Donc ici sur le schéma, vous avez différents traitements et différents gestes qu'on fait dans les parcours de FIV et qui, vont pouvoir contribuer à des anomalies de sécrétion de la progestérone. Par exemple, dans les stimulations qu'on utilise pour les FIV, les taux d'hormones, sont très, très élevés, beaucoup plus que la normale. Mhm. Et ça contribue à créer un déséquilibre et il peut y avoir un manque de progestérone en deuxième partie de cycle. De même que les injections administrées pendant la FIV pour bloquer l'ovulation peuvent diminuer, la production de progestérone par le corps jaune, même une fois qu'elles sont arrêtées. Et puis, les médicaments qu'on utilise aussi pour déclencher l'ovulation avant la ponction peuvent faire que le corps jaune après, la produise moins bien. Et enfin, quand on fait une ponction d'ovocytes, et bien on pique plusieurs fois dans l'ovaire et on peut altérer la fonction du corps jaune dans sa production, de progestérone. Et il y a un cas de figure un peu particulier qui est celui des transferts d'embryons congelés qu'on fait à distance, d'une stimulation et d'une ponction ovocytaire
et qui parfois se font dans des cycles totalement artificiels, où en fait les femmes n'ovulent pas. On leur donne juste de l'œstrogène et de la progestérone pour préparer l'utérus à l'implantation. Et là, du coup, il n'y a pas du tout de corps jaune, pas de production endogène de progestérone. Donc les femmes doivent être entièrement supplémentées en progestérone et elles sont totalement dépendantes des traitements qu'on leur donne pour le taux de progestérone. D'accord, Et donc je poursuis sur les 2 diapos d'introduction. En fait, ici, vous avez les caractéristiques, enfin les circonstances, les différentes circonstances dans lesquelles on peut transférer des embryons en parcours de FIV. Il y a la situation, enfin commune, qui est celle de transférer un embryon frais dans les jours après un cycle de stimulation ponction d'ovocytes, où là, il y a plein de corps jaunes suite à la stimulation, donc normalement une production de progestérone assez importante. Donc je dirais un risque moins élevé de manquer de progestérone que dans l'opposé, qui est le transfert en cycle artificiel, celui dont je viens de vous parler, où vous faites en fait un transfert d'embryon congelé à distance de toute stimulation et en l'absence de toute ovulation. Donc les femmes n'ont pas de corps jaune et là, on a besoin de les supplémenter très fort en progestérone. Et puis il y a des situations un peu intermédiaires, les 2 du milieu, où on peut faire des cycles, enfin des transferts d'embryons congelés avec, en se basant sur, le cycle naturel d'une femme, donc en surveillant son ovulation et en faisant le transfert au bon moment, quelques jours après, ou bien en faisant une stimulation légère. Et là, c'est des situations plus physiologiques qui se rapprochent d'un cycle menstruel normal où on a, peu de risques de manquer de progestérone. Voilà. Donc en gros, le besoin en progestérone, il est vraiment fonction du type de cycle de transfert dans lequel on se place. Et donc le d'accord, raisonnement et les questions que ça soulève sont pas du tout les mêmes. Ça, c'est un point important à savoir. Et l'autre grosse difficulté de ce sujet, la progestérone, c'est qu'aujourd'hui, on a différentes façons de supplémenter les femmes en progestérone ou de provoquer enfin, de déclencher leur production de progestérone. Le plus souvent, c'est la ligne du bas. C'est une supplémentation directe en progestérone, artificielle, on va dire. Donc c'est des progestérones, sous forme de médicaments qu'on administre et il y a plein de formes, différentes d'administration de la progestérone. Il y a la voie orale, il y a la voie injectable, il y a la voie vaginale, il y a des pays où on utilise la voie rectale. Donc ça, c'est le plus fréquent et après il y a d'autres situations, mais qui sont plus de l'ordre de la recherche, heu, où parfois on donne des médicaments qui stimulent le corps jaune à produire de la progestérone. Ça peut être des faibles doses, d'HCG, Ovitrel, ou des faibles doses de décapeptyl. Mais ça, c'est pas ça fait pas partie des pratiques les plus courantes. Mais donc voilà, toute la difficulté, c'est que, on bon, les cycles de transfert sont différents. Les femmes produisent différemment de la progestérone aussi. Leurs corps jaunes ont plus ou moins de capacité à produire la progestérone et ça, on a du mal, enfin, on ne sait pas pour l'instant l'appréhender. Et puis, on a plein de voies d'abord différentes de progestérone, plein de voies d'administration, heu et chacune, on va dire, se surveille différemment, a des doses différentes et peut avoir des avantages et inconvénients variables. Voilà. d'accord. Donc oui, donc ça c'est peut-être ça qui explique, le ressenti qu'ont certaines Oui. patientes, d'avoir, parce que là, c'est une question qui revient souvent, c'est que les patientes, qui sont prises en charge dans des centres d'AMP Mmh, différents ont l'impression que dans un centre, c'est fait d'une manière et dans un autre, c'est fait d'une autre manière. Donc là, tout à fait. votre explication répond à ça et dans cette question, il y avait aussi donc certains centres qui font doser, le niveau de progestérone Ouais, et d'autres qui ne le font pas. Donc là, ça ouais. s'inscrirait Alors, c'est dans quel parcours ou dans quelle situation? c'est une question un peu d'actualité. Ça fait quelques années, des études scientifiques ont soulevé l'intérêt de mesurer les taux sanguins de progestérone dans la période autour d'un transfert d'embryon pour voir si, il y avait assez de progestérone et des bonnes chances de grossesse. Ce qui est compliqué, c'est que quand on dose la progestérone,
Eh bien, on mesure souvent à la fois les médicaments qu'on administre, donc l'apport de progestérone, exogène, on dit, donc les médicaments, mais aussi la production endogène par la patiente de progestérone. Hem, donc il y a plein de choses qui rendent difficile l'interprétation de ces dosages et à la base, les découvertes qui ont été faites sur la mesure des taux de progestérone, elles ont été faites dans le cadre de cycles de transfert d'embryons congelés artificiels et c'est le meilleur modèle, la meilleure situation pour mesurer la progestérone. Donc c'est des cycles où les femmes n'ovulent pas, elles ont pas de corps jaune, donc elles produisent pas de progestérone. Ça veut dire que D'accord, quand vous dosez la progestérone, eh bien, vous mesurez uniquement la progestérone que vous administrez. Et on s'est aperçu que les femmes absorbent plus ou moins bien les progestérones. Il y a des différences entre les femmes. Et effectivement, si vous avez un taux sanguin trop bas de progestérone, ça peut diminuer un peu les chances d'implantation ou augmenter le risque de fausse couche. Donc ces découvertes-là, elles ont été, globalement faites dans enfin et soulignées, et confortées par plusieurs études scientifiques, par plein d'équipes. Donc ça semble être pertinent de mesurer le taux de progestérone dans la période d'un transfert d'embryon congelé artificiel et les seuils minimums qui ont été retrouvés dans la plupart des études, c'est d'avoir au moins 10 nanogrammes par millilitre de progestérone. Mais attention, toutes ces études, elles ont été faites uniquement sur des administrations vaginales de progestérone. d'accord, Et il faut savoir que si vous donnez la progestérone par une autre voie, injectable par exemple, le seuil de 10 n'est pas valable. Parce d'accord. que ça donne des taux beaucoup plus élevés et le seuil, pour l'instant, avec les progestérones injectables pures, données seules, n'a pas été identifié. D'autre part, il y a une voie d'administration qui est très à la mode en ce moment pour la progestérone, qui est la voie orale. C'est une progestérone différente de celle qu'on administre par voie vaginale et injectable. Cette progestérone, c'est une progestérone, de synthèse, elle est fabriquée, c'est pas de la progestérone naturelle. On l'appelle dihydrogestérone ou Mmh. Dufaston en nom commercial. Et la particularité de cette progestérone, donc, c'est qu'on peut la donner par voie orale déjà parce que c'est pas le cas des autres, elles sont pas assez absorbées. Hem, mais surtout, on peut pas la doser en routine. D'accord, Elle est pas mesurable dans le sang avec les dosages classiques. Donc si vous faites, un transfert, en cycle artificiel, la patiente ne produit pas sa propre progestérone. Vous lui donnez de la dihydrogestérone par voie orale, vous allez faire une prise de sang, elle va avoir un taux très bas de progestérone. Ça ne veut pas dire que le transfert n'a pas de chance de marcher, c'est juste qu'on n'a pas les tests en routine pour surveiller, les taux de progestérone pour ce type de progestérone-là. Et donc vous voyez toute la complexité de ces études mmh, sur le taux de progestérone, c'est que ça dépend de quel cycle de transfert on évalue et c'est fiable uniquement pour les cycles artificiels où les femmes n'ont pas de corps jaune elles-mêmes et c'est des études qui ont été faites dans le cadre d'une administration par ovules vaginaux de progestérone et les seuils de 10 dont je vous ai parlé, donc il faut avoir plus de 10 pour avoir de bonnes chances de grossesse, et ben, ils sont pas valables pour les autres types de progestérone. Donc aujourd'hui, c'est quand même bien, je trouve, de s'intéresser à ces dosages de progestérone, de les surveiller. C'est dans la mouvance actuelle, mais on est encore, au stade où on n'a pas de seuil, hyper clair, notamment pour les autres catégories de transferts. Quand vous faites un transfert d'embryon frais, mmh. on peut mesurer la progestérone, mais aujourd'hui, on n'a pas de seuil clairement établi et probablement le seuil est plus élevé qu'en cycle artificiel parce que les conditions hormonales sont différentes. Donc, je c'est vrai que c'est de bon ton de le doser, ça fait partie du management moderne, mais ça dépend aussi du protocole dans lequel se trouve la patiente et des traitements qu'elle reçoit. D'accord.
Oui, parce que quand vous dites des études, enfin des études Ouais, qui ouais, commencent ou qui se poursuivent mais qui n'ont pas commencé plus tôt. Est-ce que c'est parce que la progestérone s'est utilisée depuis longtemps en fait oui, en AMP? ouais. Est-ce que c'est lié au fait que à un moment on ne faisait pas de tech, on faisait que du transfert frais, donc finalement on s'intéressait pas trop à l'impact de la progestérone ou c'est pour un autre motif qu'on s'y intéresse maintenant? C'est ouais, c'est une excellente question. En fait, ça fait longtemps qu'il y a des études, enfin il y en avait quelques-unes il y a de nombreuses années, mais qui n'avaient pas trouvé, de résultats probants parce que ça dépend aussi de comment vous regardez les données, comment vous les interprétez. Donc à l'époque, vous avez, fait une remarque très juste. Quand on faisait surtout du transfert d'embryons frais parce qu'on ne savait pas congeler les embryons, Hmm. les gens il y a quelques équipes qui avaient regardé les taux de progestérone et ils avaient pas vu pas retrouvé de seuil, mais parce que c'est des modèles compliqués où je vous l'ai dit, il y a à la fois la production endogène de progestérone plus l'administration de progestérone. Donc, heu, ils avaient vite abandonné en gros ce type d'études et on s'était dit: «Ça sert à rien de la surveiller». Et ensuite, quand les transferts congelés, se sont développés, bah, les premières études qui avaient été faites, pareil, ont pas retrouvé de résultats, probants, donc ça avait été abandonné. Et puis, on donnait en fait à tout le monde le même schéma de traitement, en se disant que ça avait l'air de marcher pareil et sans trop réfléchir. Et on est arrivé ces dernières années plus dans une ère d'individualisation quand même des traitements. On Hmm. essaye de les personnaliser et c'est là qu'il y a eu un regain d'intérêt pour ces dosages et des résultats, intéressants. Les premières équipes, qui ont publié là-dessus, c'est les Espagnols qui ont un gros volume d'activité donc voilà d'où ça vient. Mais ça fait longtemps qu'on donne de la progestérone Hmm. et c'est que récemment qu'on essaye de le surveiller. D'accord. Et juste là, justement sur la diapo Oui, qui est à l'écran, oui, stimuler le corps jaune ouais, ou administrer, les produits du corps jaune directement. voilà. Est-ce sans enfin, je sais qu'il faut croiser avec quand même le protocole, mais est-ce que de façon plus globale, il y en a une des deux qui est plus efficace? Est-ce que les injections apportent Les plus ou... Vous voulez dire entre stimuler le corps jaune et administrer les produits du corps jaune? En Oui, fait, on ne sait pas, d'accord, tout semble à peu près équivalent, d'accord, mais dans les recommandations de bonnes pratiques et de bonnes prescriptions. Comme on a peu de recul sur les injections de stimulation du corps jaune, qu'il y a des risques d'hyperstimulation, que c'est des médicaments plus coûteux, injectables, aujourd'hui, les recommandations disent bien que ça doit rester du domaine de la recherche. Donc ça peut se faire dans le d'accord, cadre de protocoles d'études expérimentaux. Aujourd'hui, on n'a pas de preuve d'un bénéfice réel de ça, il y a quand même des inconvénients. Donc la règle, c'est administration de progestérone, avec les différentes voies possibles, mais ça reste le gold standard, enfin la référence aujourd'hui, pour soutenir cette, 2e partie de cycle qu'on appelle la phase lutéale, nous. d'accord. Et là, donc entre le progestérone rectal, vaginal, injectable, Ouais. oral, est-ce qu'il y a des profils de patientes qui sont plus sensibles à l'oral ou Alors, rectal ou c'est vraiment... je vais vous répondre. C'est encore un vaste débat. Hem, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que la progestérone de synthèse, celle qu'on donne par voie orale, là, la plus récente, utilisée pour, les protocoles d'AMP, elle, elle a eu un regain d'intérêt ces dernières années parce que c'est une forme confortable administrée Ouais, par voie orale, et parce qu'elle a l'air aussi efficace que les autres formes de progestérone. Hem Donc avec, une bonne efficacité, l'avantage d'être plus confortable pour les patientes. Le problème qu'on a et c'est la raison pour laquelle à Port-Royal on ne l'utilise pas, il y a eu des alertes, hem et notamment 2 publications scientifiques récentes cette année qui évoquent la possibilité d'un léger surrisque de malformation chez les enfants des femmes qui ont reçu cette progestérone orale par rapport à la progestérone naturelle qu'on utilise depuis des années. d'accord. Alors,
Ce sont des alertes. On n'est pas sûr à 100. On ne sait pas quelle est l'amplitude du risque, hem, mais on a à Port-Royal une attitude, assez précautionneuse en se disant que les autres formes de progestérone, ça fait des années qu'on les utilise et on sait que c'est sans risque pour les femmes et les enfants. Celle-là, on demande à avoir plus de recul, parce qu'elle est utilisée depuis pas tant de temps que ça, sur des gros volumes de patientes et donc c'est le bémol que je trouve à celle-ci. D'accord, Donc les gens sont un peu en train de faire marche arrière depuis ces dernières publications, parce qu'ils s'étaient beaucoup mis à la donner à la place des capsules vaginales. Après pour toutes les autres formes de progestérone, naturelles, qui sont administrées soit par voie vaginale, soit par voie rectale, soit par voie injectable, l'efficacité a l'air équivalente. d'accord, OK, Et donc, mais par contre, il y a des patientes qui absorbent qui semblent moins bien absorber la forme vaginale que d'autres et pour celles-là, donc quand on s'aperçoit que les taux de progestérone sont trop bas juste avec la forme vaginale, aujourd'hui la règle, c'est d'ajouter une injection quotidienne de progestérone. C'est de changer, enfin d'associer une voie d'administration. d'accord. Et donc là, dans votre protocole, il y a un dosage qui se fait, Au moment le du jour du transfert, transfert pour ouais. évaluer et il peut se faire aussi à la suite ou c'est compliqué techniquement ou ça n'a pas d'intérêt médical? C'est une autre excellente question et c'est un sujet, pareil de débat, d'actualité là dans la communauté scientifique. Je vous ai dit, ça fait pas longtemps qu'on s'intéresse aux mesures de progestérone Mmh. et on parle d'une mesure de progestérone qui a été faite la plupart du temps la veille ou le jour du transfert ou au plus tard, certaines équipes le font le jour du test de grossesse. Mais ça, moi, je trouve intellectuellement peut-être trop tard et j'aurais tendance à changer le mode de soutien au moment du transfert et pas seulement au test de grossesse. Mais ça, c'est la majorité des études scientifiques. Il y a quelques études récentes qui se posent la question de redoser la progestérone plusieurs fois et pour l'instant, on n'a pas de résultats probants. Donc, on en est au stade, on dose une fois, on D'accord, rectifie le traitement et on remesure pas, parce que les études qui ont fait cette stratégie ont montré qu'on restaurait des bonnes chances de succès du transfert, sans avoir à surveiller derrière. d'accord. Il est possible que, plus tard, on avance et qu'on se mette à doser à d'autres moments pour vérifier que les taux restent stables, mais on n'en est pas là et puis il y a aussi la contrainte pour les patientes, bon, qui sont Mmh. déjà dans des protocoles lourds, qui ont fait plein de dosages, de monitorage et donc il faut peser le pour et le contre. Oui, mais c'est pour les patientes, il y a aussi, justement, c'est un moment hyper important, Mmh. bah, le transfert et puis Ouais, que ce transfert, bah, que l'embryon s'accroche et que bien sûr. ça enclenche sur une grossesse et Mmh. est-ce que le dosage au moment du test de grossesse, est-ce que ah non, enfin, ma question est mal posée. Est-ce que quand on a dosé une fois, on sait que la progestérone va rester efficace sur toute cette période un peu sensible de le transfert, le test de grossesse positif et après? Bah, on ne sait pas aujourd'hui. A D'accord, priori, le recul qu'on a semble être que oui. Sur une grosse population de patientes, mais peut-être qu'à l'échelle individuelle, il y a des femmes qui, bénéficieraient d'une surveillance rapprochée. Heu, j'ai en tête une étude, où d'une équipe espagnole qui redose, 1 semaine après le transfert la progestérone. Donc en gros, on est quelques jours avant le test de grossesse mmh, et ils se sont aperçus qu'il y a des femmes pour lesquelles, la prise de sang le jour du transfert était bien et qui avaient une chute de progestérone un peu après et que peut-être elles aussi, elles bénéficieraient d'un ajustement du traitement en progestérone. Sauf que c'est une équipe, c'est une étude scientifiquement qui a des limites, et donc on peut pas faire de recommandation de doser, tout le temps, enfin de façon répétée la progestérone, parce qu'on ne sait pas si c'est pertinent et quand bien même on le ferait,
On ne sait pas si ajuster le traitement à des phases plus tardives que celles du transfert permet de restaurer des bonnes chances de Mmh. grossesse ou d'éviter les fausses couches. Donc ça ne peut être fait que dans des protocoles de recherche où on essaye d'avancer. Mais on ne peut pas le faire pour tout le monde, et faire des recommandations dans ce sens-là, pour l'instant. D'accord. Et donc tout à l'heure, vous avez parlé d'un seuil minimum Ouais, et est-ce qu'il y a aussi un seuil maximum? Parce que je sais que justement, il y a les des fois les patientes, bah, elles essayent de d'optimiser le plus qu'elles peuvent sans forcément en parler avec leur médecin et peuvent, bah, enfin quand on a les capsules de progestérone, en prendre plus. on peut en prendre plus. Est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça ou? Alors, hem, c'est un sujet encore moins connu, D'accord, que les taux bas de progestérone, et parce que, en fait, les données, des études, elles sont divergentes. Il y a des gens qui sont intéressés au sujet et il y a des équipes qui retrouvent qu'il y a pas de risque, à avoir trop de progestérone. Il y a quelques autres équipes qui retrouvent peut-être un impact, délétère de trop de progestérone, ce qui serait plutôt vrai quand vous avez, des injections de progestérone où là les taux sont beaucoup plus élevés qu'avec la voie, vaginale ou en combinaison. Mais donc la réponse est, on ne sait pas. mmh. On a quand même tendance à penser qu'il y a plus de risques à avoir un taux faible de progestérone que trop élevé. Mmh. Hem, Dans l'idée, juste parce que j'y pense, c'est important pour les patientes, le fait d'augmenter la dose de progestérone, le nombre de capsules, a priori, ça sert à rien. Parce qu'au-dessus d'un certain nombre de capsules par jour, 3 ou 4, on est déjà dans des taux élevés, les récepteurs sont saturés, elles absorbent plus la progestérone, donc ça Ouais, sert à rien d'accord. d'en prendre 10 par jour, quoi. D'accord, mais ça, c'est intéressant cette information-là parce que c'est on pourrait se dire, oui, c'est comme, bah, manger ou boire de l'eau, mais finalement non, il y a un Mmh. bah, le Il y a phénomène Ouais, chimique de récepteurs et tout ça, donc à un peut-être. moment, les récepteurs, ils disent: «C'est bon, on a Ouais. on a ce qu'il faut, Bah, oui, ne ouais, rajoutez ouais. pas». Il semble que ce soit ça, ça vient des études qui ont été faites parce que pour les femmes qui ont des taux bas, on s'est demandé s'il fallait augmenter la dose vaginale ou rajouter une autre voie d'administration et les études, il y en a pas beaucoup, mais qui ont augmenté la dose vaginale montrent pas d'intérêt. Donc on s'est dit D'accord que ça venait de ce phénomène pharmacologique là, des récepteurs saturés. Mais voilà, c'est encore des sujets très récents, donc il y a et plein de choses à découvrir. j'ai une autre question, mais est-ce que ça serait le principe des récepteurs saturés ou un autre principe qu'on pourrait découvrir où bah, certaines femmes finalement n'assimilent pas du tout, enfin leurs récepteurs ne sont pas du tout en capacité de capter l'hormone progestérone. Alors attention, il y a deux choses effectivement, c'est 2 sujets. En pharmacologie, globalement, c'est bien connu, à un moment, les récepteurs sont saturés, donc on ne peut pas absorber plus d'une certaine quantité. Mais par contre, votre remarque, elle est très pertinente sur, le fait que chaque patiente, réagit différemment avec les capsules de progestérone. C'est pas qu'une question de les absorber différemment, mais il y a aussi la question après du métabolisme, Mm. donc de l'assimilation en gros du produit qui passe par plein de voies différentes. Probablement, il y a des femmes pour qui, enfin qui se débarrassent plus vite de la progestérone et c'est aussi pour ça qu'elles ont des taux plus bas et donc il y a quelques études qui ont été faites pour savoir quel profil de femmes risque d'avoir des taux plus faibles que les autres. Et avec la progestérone vaginale, les choses qui sont ressorties, c'est l'obésité. C'est un facteur de risque d'avoir des taux plus faibles de progestérone, sûrement D'accord. parce qu'il y a une plus grande dispersion de la progestérone et qu'elle est, peut-être absorbée différemment. Il y a les femmes d'origine non caucasienne, donc il y a sûrement une histoire pareille de métabolisme de la drogue différente chez les femmes, asiatiques ou afro-américaines. Il y a aussi le fait d'avoir accouché, enfin d'avoir eu plusieurs enfants, peut-être ça change l'absorption vaginale, le tabagisme. Donc en gros, c'est des choses qu'on a découvertes, dont on pense que ça interfère avec
l'assimilation de cette progestérone vaginale. Mais aujourd'hui, on ne sait pas prédire à l'avance, vraiment, Mmh, et donc adapter en amont le traitement, c'est pas possible. On n'est pas en mesure de le faire. d'accord. Mais on est un peu plus en alerte, je dirais, chez ces femmes-là. Et Ouais, peut-être qu'on d'accord. aura plus tendance à choisir, un transfert où, elles produisent elles-mêmes leur progestérone, par exemple en cycle naturel, ou alors, à leur donner de la progestérone injectable en plus de la voie vaginale d'emblée, enfin voilà. C'est on n'en est pas encore à l'ère de l'individualisation, a priori, quoi. On n'est pas aussi avancé que ça. Alors, il y avait une autre question sur le Dufaston, alors on cite plein de marques là, Lutrogestan et le Progiron. Ouais, donc ça, Euh, c'est la voie orale synthétique, le d'accord. Dufaston. L'Utrogestan, c'est la progestérone naturelle qui est souvent donnée par voie vaginale, et le Progiron, c'est la progestérone naturelle injectable. D'accord. C'est les 3 dont on a le plus parlé là, Ouais. et je sais plus quelle est la question, sur la Alors, non, différence entre les 3. oui, mais en fait, vous y avez répondu. Oui, Donc, c'est ça, on en a parlé, ouais. la prise orale restant la moins contraignante, pouvez-vous expliquer si certaines formes fonctionnent mieux que d'autres? Donc là, vous l'avez O bien expliqué. Ouais, Et par contre, il y a une question sur les femmes qui sont dans les parcours d'AMP, oui. enfin, voilà, qui veulent avoir des enfants plutôt, et qui ne Ah sont pas oui, encore dans les parcours d'AMP, et à qui les médecins gynécologues prescrivent mmh, du Dufaston, donc entre J16 et J20 et J25 pour réguler leur cycle. Donc ça, c'est plutôt pour des femmes qui ont des cycles. irrégulier, tout à fait. Il y a pas de raison de le donner, si globalement on a des règles régulières avec des durées de cycle, normaux entre, 25 et 35 jours, hein. Et là, la question, c'était est-ce que ce produit pris trop tôt dans le cycle Ouais, n'empêcherait pas une non, ovulation? non, D'accord. ça n'empêche pas l'ovulation. Le seul intérêt, mais c'est surtout intéressant chez les femmes qui ont des ovaires polykystiques, qui ont des problèmes d'ovulation, absentes ou très espacés, hem et quand vous ovulez pas, bah, vous avez pas de corps jaune, donc pas de progestérone, donc pas de règles. Mhm. Et le fait de donner cette progestérone de synthèse orale, bah, ça permet juste de déclencher des fausses règles, hein. C'est juste le fait de prendre la progestérone puis l'arrêter qui déclenche les règles. Nous, ça nous aide un peu pour orienter le diagnostic, la cause de troubles de l'ovulation, et pour aussi faire les bilans de fertilité qui sont, après à faire à des moments particuliers du cycle, J2, Mhm. J5, J7, J14, et ça aide dans la prévention du cancer de l'endomètre au long D'accord. cours chez ces femmes-là, mais par contre, c'est pas ça empêche pas une ovulation. D'accord. Euh, alors, pourquoi aucune Mmh. recherche n'est faite quand une femme absorbe Attends, mal la bah, ça, progestérone? on l'a un Alors peu ça, abordé, c'est voilà. c'est le cœur du sujet, récent là, mais il y a des études il y a des études scientifiques qui ont été faites ou qui sont peut-être encore en cours, mais à l'échelle individuelle, en routine, aujourd'hui, on ne peut pas faire de test. On sait qu'il y a Mhm. certaines caractéristiques qui peuvent expliquer la mauvaise absorption de progestérone, mais c'est tout. Et puis l'autre question, bah, vous y avez répondu aussi en disant que Ouais. est-ce qu'on peut redoser la Mmh. progestérone? Enfin, est-ce que ça a un intérêt de redoser la progestérone 7 jours après un transfert? Là, vous avez parlé de Ouais. l'étude espagnole. Ouais. C'est une des seules, donc difficile à intégrer en routine. Hem Il y a des centres qui le font, d'autres pas. Je pense qu'il faut le faire dans le cadre d'études pour essayer de progresser. Peut-être que dans les années qui viennent, on va se mettre à doser, en plus du jour du transfert, la progestérone une semaine après, puis à la redoser le jour du test de grossesse, et ajuster pour toutes ces femmes le traitement. Mais aujourd'hui, on en est juste surtout au jour du transfert. C'est là où on a le plus de recul et où on se dit aussi qu'on a le plus de marge de manœuvre pour ajuster le Hmm, traitement, parce que l'implantation, elle a pas encore, eu lieu, donc peut-être après c'est trop tard, mais on ne sait pas. d'accord. Et est-ce que vous diriez que la progestérone, c'est un des éléments clés d'une FIV positive ou Oui, pas? alors ça dépend ce Parce qu'on que entend par FIV. On a vu qu'il y avait plein de cas de figure de transfert, mais certainement, ça tout le monde s'accorde à le dire, c'est une hormone clé.
et c'est une hormone clé du succès, d'obtention de la grossesse et de maintien de la grossesse. Ça a Mmh. probablement un rôle aussi dans certaines fausses couches, le manque de progestérone, donc ouais, c'est sûr que c'est quelque chose d'important. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de travaux en cours dessus, pour la surveiller et l'adapter. Et est-ce qu'on peut conseiller aux patientes qui s'inquiètent par rapport à ça ou qui se posent des questions d'aller en discuter avec les soignants qui les suivent, les équipes qui les suivent? Parce que des fois, on Pourquoi a pas? juste besoin d'une explication. Oui. Oui, Et parce que comme je vous l'ai dit, c'est quand même hyper complexe. On peut pas dire comme message aux femmes: «Il faut doser la progestérone tout le temps à tout le monde», parce que ça dépend vraiment du type de cycle de transfert dans lequel vous êtes, du type de progestérone que vous recevez. Donc faut pas se dire que, c'est pas normal qu'on la surveille pas. Hem voilà, mais je pense qu'il faut en parler si on a des inquiétudes là-dessus, ouais. et je me demande s'il n'y a pas un sujet aussi sur le prix, Oui, le fait que c'est alors pas remboursé et ouais, donc la progestérone naturelle vaginale, le fameux Utrogestan, ça c'est celui qui est le plus utilisé. Il est remboursé, par la sécu, donc il y a pas de sujet. La progestérone injectable, le Progiron, actuellement en France n'est pas remboursé. Et donc les pharmacies sont libres, un peu de faire le prix qu'elles souhaitent. Moi, d'expérience, j'ai vu des prix, pour une semaine de traitement oscillant entre 60 et plus de 100 € la mmh, semaine de traitement, sachant qu'en général, il faut le prendre au moins 2 mois si d'accord. ça marche, le transfert, donc c'est long. Hem le problème, c'est qu'on n'a pas d'alternative aujourd'hui, et que c'est la forme, qui a fait le plus, la preuve de son intérêt pour les femmes qui ont un taux faible de progestérone. Donc après, on est un peu bloqué si, enfin, si on l'utilise pas, et la forme orale synthétique, le Dufaston, ça je vous l'ai dit, bon elle est remboursée même si elle a pas, normalement l'autorisation de mise sur le marché pour la l'aide médicale à la procréation. Mmh, Heu, mais je vous ai dit nos réticences, elle est plus sur le risque malformatif potentiel pour les enfants, et donc nous on l'utilise pas. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'un jour on va pouvoir, avoir le Progiron remboursé, quoi? On espère. Après, on a des alternatives, qui sont de faire les transferts, congelés en cycle naturel. Donc voilà, faire que les femmes produisent leur progestérone, on les supplémente un peu en progestérone vaginale, et ça permet d'avoir des taux satisfaisants et de ne pas avoir à utiliser le Progiron le plus souvent. d'accord. Là, vous l'avez, oui, rapidement évoqué, mais c'est vrai qu'en fait, quand le résultat de la FIV est Oui. positive, On on continue. continue, la supplémentation en progestérone. Oui, et alors là, c'est un autre sujet à débattre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pas de personne ne sait jusqu'à quand précisément il faudrait continuer la progestérone, pour être sûr de pas avoir un manque et une fausse couche. Et donc ça dépend encore du type de cycle, mais globalement, la plupart des centres continuent au moins 2 3 mois. Mmh. Pourquoi 2 mois? Parce que c'est le moment où le placenta se met Ah lui-même oui, normalement à produire sa progestérone et où on n'a plus besoin des traitements, heu médicamenteux. Mais peut-être que certains placentas produisent pas assez de progestérone, et donc heu, nous, on continue volontiers jusqu'au à la au 3e mois de grossesse, dans certains cas, donc mais c'est très hétérogène ça. d'accord. Mais et comment on peut expliquer que les études, ne soient pas plus nombreuses à Ah mais il s'intéresser y à en ce a plein. sujet-là? En fait, il y en a plein. Ouais, D'études, sauf que chacun y va de son schéma de progestérone et de la durée de progestérone, heu, ouais. si bien que vous pouvez pas faire des recommandations claires, et Mmh. probablement que l'autre source d'hétérogénéité, c'est que ça dépend des patientes. Mmh. Il y a des patientes qui ont peut-être des corps jaunes qui produisent pas assez de progestérone et des placentas qui sont défaillants, donc faudrait continuer Ouais, plus, et c'est toute la ouais. complexité.
Il y a trop d'éléments, qui se croisent et on peut pas faire des cohortes très, Homogène, voilà. exactement. Alors, vous vouliez nous parler aussi des choses un peu récentes sur de la progestérone naturelle par voie orale, c'est Tout ça? à fait, ça m'est venu à l'esprit là en parlant des nouveautés. Il y a des équipes, je pense surtout espagnoles, américaines, qui travaillent en ce moment sur des nouvelles formes de progestérone naturelle, donc un peu comme l'Utrogestan en capsule vaginale, mais qu'on prendrait par voie orale, qui serait bien absorbé par voie orale, contrairement aux capsules classiques de progestérone et qui donc améliorerait le confort des patientes, parce que voilà, prise orale, égale moins d'inconfort que la prise vaginale ou injectable, sans être associé à un potentiel risque malformatif dont on a parlé avec la dihydrogestérone, le Dufaston. Donc D'accord. ça, c'est à suivre, je pense, dans les très prochaines années là, on espère. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose de votre côté sur Heu, ce sujet? non, comme ça, je vois pas. Moi, c'est un sujet que je trouve passionnant, mais on a bien abordé là toute la complexité et c'est pour ça qu'il y a tellement de schémas différents donc Mmh. je pense que c'est un élément important du process, qu'il faut pas hésiter pour les patientes à aborder le sujet si, elles se posent des questions: «Pourquoi est-ce qu'on me dose pas la progestérone? Pourquoi est-ce que, j'ai telle forme ou pas?» Et c'est bien de faire ce type d'interview pour justement, démocratiser un peu, ces questions. Mais vous voyez même pour nous au sein de la communauté scientifique, il y a encore plein de questions ouvertes. Bah, je vous remercie et puis, bah, voilà, j'espère que ça a pu apporter des réponses. Mais vraiment, moi, ce que j'ai retenu, c'est il y a, la considération aussi de la qualité de la prise en charge pour les patientes, Ouais. et la nécessité d'aller échanger et de discuter avec le praticien qui vous suit, si jamais vous vous posez des questions. Parce que Mmh. je pense que plus on a d'explications et moins Oui, on est dans le doute et ouais. dans les choses où on se dit que ça va pas. Mmh. Exactement. Bah, merci beaucoup. De rien. Au revoir. Merci.